Aujourd'hui, je voulais parler en fait des dimensions sociales et politiques de la gouvernance énergétique. Je travaille en fait beaucoup sur la gouvernance climatique et énergétique. Puis aussi, surtout en fait, ce qui m'intéresse, moi, ce sont les freins et les obstacles. Alors effectivement, je me considère plus vraiment comme un climatologue, comme un politologue, ni comme un sociologue, mais je me considère vraiment comme un climatologue de la société. Pour moi, c'est pas la même chose. Pour moi, un sociologue, c'est quelqu'un qui va étudier la famille et qui, dans ses recherches, va peut-être étudier une famille qui va travailler, qui va s'intéresser, par exemple, aux nouvelles formes de sobriété ou d'efficacité énergétique. Donc, le champ principal du sociologue de la famille, c'est la famille, et de temps en temps, il va faire un peu de climat ou un peu d'énergie. Et moi, je ne travaille que sur le climat, mais ensuite, je vais travailler sur l'urbanisme, sur la mobilité, sur la famille, sur l'énergie, etc., mais toujours d'un point de vue climatique. C'est cette approche-là, en fait, on en a parlé un petit peu avant la conférence, c'est cette approche-là qui a fait que le gouvernement français m'a nominé pour faire partie du GIEC. Alors, le gouvernement français a fait quelques nominations de sociologues et politologues, et dans le petit lot, il y avait un qui n'était pas français, moi. Alors, la manière que ça fonctionne, c'est que le gouvernement français entend parler de nous, de nos recherches, et ensuite nous nomine au GIEC. Alors, comment ça fonctionne après? Mon entrée aujourd'hui pour la présentation, ça va être le GIEC, ensuite le climat, rapidement, et ensuite l'énergie. Et donc, comment ça fonctionne? C'est que c'est le gouvernement qui envoie notre nom, et ensuite, on reçoit de la part des Nations Unies un message dans une boîte mail. Première chose que j'ai fait, c'est que j'ai failli la virer parce que je pensais que c'était encore un junk mail, en fait. Et puis là, j'ai réalisé qu'il y avait en attaché la personne de l'ONERC, de l'Observatoire national sur le réchauffement climatique. J'ai dit, tiens, c'est bizarre. Donc, je regarde. J'ai pas compris du tout ce qu'il voulait. Donc, je l'ai appelé, je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Tu veux que je fasse une évaluation? Je comprends pas. Il dit non, il dit, t'es nominé au GIEC, il faut que tu remplisses le formulaire. Et regardez bien le déroulement, c'est très intéressant. Je remplis le formulaire sur un paquet de données personnelles, mais aussi, comme de raison, sur toutes les publications professionnelles de type de recherche. Et tout ça va dans une plateforme électronique. Et 24 heures après, ils ont vérifié toutes les publications. En 24 heures, il y a une vérification de si j'ai menti sur les publications, les rapports, etc., etc. Et ensuite, on passe dans un processus de sélection. Il faut qu'on soit représentatif du pays où on est, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de blancs, ni d'hommes, ni trop de gens des pays industrialisés dans les membres du GIEC, parce qu'ils essaient d'avoir une représentation correcte de la planète. Donc, je vais passer au travers de tout ça. Et mon rôle, en fait, a consisté à lire 4 chapitres du 3e volume. Alors, le rapport du GIEC est divisé en 3 volumes. Le premier volume, c'est la science du changement climatique. C'est l'océanographie, la chimie de l'atmosphère. La deuxième, c'est sur l'adaptation et les impacts. Donc, à la fois, il y a quelques années, très naturaliste, les impacts sur la biodiversité, sur l'élévation de la mer, etc. Et de plus en plus, on voit aussi des questions sur l'adaptation. Donc, comment nous, humains, on s'adapte ou pas au changement climatique. Et le 3e volume, c'est sur l'atténuation, c'est-à-dire les efforts à réduire les gaz à effet de serre. Et donc, donc c'est un volume de 3000 pages. Voilà, il faut se le payer si on a envie de se le lire. Et le 3e volume fait environ 1000 pages aussi. Et ensuite, sur les 4 chapitres, mon rôle, en fait, c'était de lire les chapitres et de vérifier s'il n'y avait pas des erreurs scientifiques, techniques, argumentaires ou pas. Le GIEC ne fait pas d'études. Le rapport du GIEC est simplement un résumé des études qui ont été menées durant les 4 dernières années dans des revues internationales scientifiques avec comité scientifique. Ça, c'est très important de comprendre ça. En même temps, le GIEC fait un résumé de ce qui est scientifique, mais le GIEC a aussi un rôle plutôt politique. Alors, c'est là que des fois, il y a une satire. C'est que le GIEC se voit aussi comme rôle de conseiller au prince, pour ceux qui sont en sciences politiques. En fait, l'idée, c'est de conseiller la décision publique sur comment faire avancer les choses en matière de changement climatique. Alors, au niveau international, ce qui se passe, c'est que les membres du GIEC vont donner les dernières conclusions scientifiques et vont dire, par exemple, pour le protocole de Kyoto, il faudrait réduire d'environ au moins 25% les gaz à effet de serre. Conclusion politique, moins 5,2%. Il y a le décalage entre les deux. Sur la faisabilité, sur l'acceptabilité politique dans les pays démocratiques, mais sur la faisabilité technique aussi, la capacité, les compétences, tout ça manque. Et moi, ce qui manque, c'est ce qui m'intéresse en fait. C'est là-dessus que j'essaye de comprendre ce qui se passe.
Alors, juste pour le dire brièvement, là, sur le 5e rapport du GIEC, les choses ne sont pas roses du tout. Hein, pour ceux qui suivent, vous avez dû le comprendre. Et ce qui se passe, en fait, depuis le premier rapport du GIEC, il y en a un tous les 4-5 ans qui sort, il y a des tendances générales qu'on peut remarquer. La première tendance, c'est celle de la confirmation des causes humaines du changement climatique. On est rendu, si dans le premier rapport du GIEC, on avait environ 40% de la communauté internationale scientifique qui était d'accord pour dire le changement climatique est provoqué par l'activité humaine, seulement 40%, c'est pas très haut. Mais chaque rapport, le pourcentage augmente et augmente et augmente, et on est rendu à plus de 95%. Donc là, on est arrivé à une certitude scientifique. Ça, c'est un premier constat. Deuxième constat, c'est que, en fait, plus on en apprend, plus le rapport du GIEC est riche, et plus on s'aperçoit que le changement est plus rapide qu'on le pensait, et plus les impacts sont plus profonds qu'on le pensait. Alors, juste un petit exemple, je l'adore celui-là, c'est dans le 4e rapport du GIEC, si vous le lisez, nulle part on parle de la fonte des glaciers en Arctique ou en Antarctique avant 2060-2070. 6 mois après l'apparition du 4e rapport il y a 5 ans, une étude scientifique avait montré que ça commençait à fondre. Pourquoi? Ben, en fait, au début, on pensait que la calotte glaciaire allait fondre par le haut, c'est-à-dire qu'une évaporation causée par la chaleur. Donc, petite diminution. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, on s'en est rendu compte. Il y a une évaporation, mais avant qu'il y ait l'évaporation, il y a de l'eau aussi. L'eau s'infiltre dans des cracks dans la glace, va jusqu'au sol rocheux, puis à un moment donné, ça pète. Et là, il y a un gros banc de glace qui fout le camp à l'eau. Donc, en fait, ça, c'est une chose qu'on commence à comprendre, c'est que les changements ne sont pas graduels et continus. Il y a des ruptures, il y a des points d'accélération, et ça, c'est presque impossible à modéliser dans une modélisation scientifique par ordinateur. C'est très, très difficile parce qu'on ne les comprend pas encore. Donc, il y a des choses qu'on commence à comprendre. L'autre chose qu'il faut dire aussi là-dessus, c'est que il y a 20 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 20 ans, ce qu'on avait comme ordinateur, avec la puissance de la modélisation qui double presque tous les ans, voire les 6 mois. Alors, on n'est pas dans les mêmes capacités de simulation, donc on peut injecter énormément plus de facteurs et de critères, en fait, dans les simulations, ce qui permet en fait d'avoir quelque chose de plus en plus réaliste avec le temps. Mais même là, on n'est pas au bout de nos surprises en termes de rapidité des changements. Donc, le dernier constat qu'on peut faire là sur cette évolution parmi les 5 rapports, sur le dernier rapport, c'est que le rapport du GIEC, pour ceux qui l'ont regardé, surtout le premier volume, il y a un paquet de scénarios. Le scénario, si on ne fait rien du tout, où est-ce qu'on va être en 2050 avec genre 3 degrés ou 5 ou 6. Si on fait un peu, si on fait beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus, et plus on en fait, puis plus l'augmentation de température à 2050 elle est basse, moins il va y avoir d'impact. Et donc, en fait, on se retrouve ensuite avec un résumé des scénarios, disons qu'on a un scénario, le scénario rêvé idéal qui n'existe plus parce qu'en fait, il est tombé à l'eau, c'est le scénario le plus 2 degrés. On pensait et on espérait pouvoir maîtriser à plus 2 à 2050. Non, on dépasse. Maintenant, c'est officiel, à moins d'une grande révolution. Puis même une grande révolution, ça ne marchera pas parce qu'il y a des effets de sentier de la dépendance voilà, sur les énergies. Je vais y revenir. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le scénario, on va sentir à 2 plus 2 degrés, ben, vient de tomber. Et le scénario cauchemardesque, qui était absolument impossible parce que c'était trop... c'est même pas possible d'y penser, vient d'arriver dans le moins... C'est encore improbable, mais là, c'est pas complètement impossible. Et en fait, le scénario de 3,5 degrés à 2050, qui était improbable il y a 4-5 ans, est devenu le scénario probable maintenant. Donc, si vous voulez faire un scénario, une prévision de où vous allez être en 2050, il faut penser à du plus 3 ou à du plus 3,5. Okay. Alors, on peut se dire 3,5, c'est pas grand-chose. Ça, c'est un exemple que je donne en France. C'est la première fois que je le donne au Québec. Alors, on se dit, en février au Québec, moins 32. Puis là, je vois les Français qui absolument ne comprennent pas ce que ça veut dire. Absolument pas. Puis je leur dis, moins 32, à plus 3 degrés de moins, on se retrouve à moins 29. Ça ne fait pas grand changement pour les Québécois non plus. On est bien d'accord. En été, les Français s'imaginent qu'ici, il ne fait pas plus que 20 degrés. Non, il fait chaud à Montréal en été, il va faire du 38, il va faire du 39, voire 40 parfois, avec une petite vague de chaleur. On va avoir 3 degrés de plus. On va passer de 40 à 43. Okay? Ça non plus, ça ne paraît pas énorme. Sauf qu'avec l'augmentation qu'on a d'à peine 2 degrés en ce moment sur la moyenne terrestre
On a déjà des impacts sur la biodiversité, sur la présence de nouvelles maladies, la présence de nouveaux insectes, la présence de nouvelles espèces. Mais ça, ce n'est pas l'exemple le plus parlant parce qu'on est des humains. L'exemple le plus parlant, c'est celui de la canicule en Europe de 2003. En 2003, il y a eu 50 000 morts dues à la canicule en été, et c'est une augmentation d'à peine 2,5 de plus. En 2040, il est maintenant officiel, en 2040, la canicule de 2003 européenne, qui est une année catastrophique et très rare, va devenir une année normale 2 années sur 3. Donc, on va vivre avec ça de manière pratiquement permanente en Europe. Ça, c'est une augmentation de 3 degrés. Là, ça commence à donner une idée. Avec une population, un petit peu de sociologie pour aller avec ça, une population vieillissante en 2050 et encore plus fragilisée. Donc encore plus fragile et vulnérable à la température. Donc c'est là où on en est en fait. Alors au point de vue de ce que je fais moi dans tout ce contexte global, en fait, une partie de mes recherches vise à comprendre les freins au changement. Donc que ce soit des freins institutionnels, etc., que ce soit des freins sociaux. Et vous allez voir que dans mon discours, je vais faire ressortir et faire émerger des thèmes qui sont chers un petit peu à la science politique et à la sociologie. Ce sont des thèmes des valeurs, des représentations, de la connaissance et des liens au comportement et au changement de comportement. On présume énormément, et ça c'est ma critique fondamentale à l'égard du développement durable, on présume beaucoup trop souvent, que ce soit d'ailleurs mes collègues qui écrivent ou des plaquettes de sensibilisation des collectivités territoriales, on présume que si on sensibilise les gens, qu'on dit « attention, il va y avoir du changement climatique, arrêtez de prendre votre voiture », il y a un raccourci entre les deux qui est énorme et qui n'est absolument pas réaliste par rapport aux besoins des gens de mobilité. Donc, pourtant, le développement durable pose le fait que si on informe et qu'on conscientise, qu'on sensibilise, il va y avoir des changements de comportement. Moi, je dis oui, peut-être. Et souvent pas. Et peut-être des fois oui. Et ce qu'on ne sait pas encore, ce que j'essaie de comprendre et ce qu'on explore de manière un peu plus sociologique, c'est de comprendre pourquoi oui des fois et pourquoi non, et pour quel type d'acteurs, pour quel type de population, quel type de ménage. Donc, des vraies questions de sociaux. Mais ça renvoie aussi à des questions un peu plus théoriques sur la place de la démocratie face à l'environnement et face à la décision politique, notamment en matière de gouvernance climatique. Donc là, je vous amène en France un peu. Je vais vous raconter des choses sur la France, mais vous allez voir, il y a beaucoup de leçons et de choses à comprendre sur, en fait, le lien entre changement de comportement et valeurs et information, etc. Mes recherches sont très empiriques pour la plupart. Je parle à des gens, je leur pose des questions. Ça part des entretiens semi-directifs ou par le biais de sondage quand j'ai la chance d'avoir suffisamment de budget pour le faire. Ça, c'est autre chose. Mais c'est un peu ce qu'on fait. Alors, pour vous donner une petite idée de ce qui se passe en France, je vais juste remettre la France dans son contexte européen, c'est super important. L'Union européenne a développé une stratégie énergie qui s'appelle la stratégie de Lisbonne. En fait, la stratégie de Lisbonne sert à plusieurs choses. Tout d'abord, une diversification des sources d'énergie, parce qu'il y a 3 ans, il y a eu 3-4 ans, il y a eu un petit problème entre la Russie et l'Ukraine. On le retrouve encore cette année. Et ils ont coupé les gaz. Ils ont coupé le gaz de chauffage, l'arrivée de gaz naturel, qui fait que, heureusement que l'Europe avait des réserves, qui fait qu'en hiver, les gens ont quand même pu se chauffer, mais au moment où le gaz a été rétabli, il reste à peine quelques 2-3 semaines. Et là, l'Europe a eu peur, parce que si ça recommence, la vulnérabilité est un peu trop élevée. Donc, dans la stratégie de Lisbonne, l'idée, c'est d'aller diversifier les sources d'énergie pour être moins vulnérable à ce type de pression. Deuxième chose, pour être moins vulnérable, mais aussi faire face à l'augmentation des prix de l'énergie en général, l'Europe mise beaucoup sur l'efficacité énergétique, c'est-à-dire les appareils électroménagers, des choses comme ça, mise énormément sur la sobriété, et là, la sobriété, c'est les changements de comportement, et là, c'est pas dans quoi ça embarque du tout, et mise aussi sur la diversification des énergies renouvelables. Plus on fait des énergies renouvelables au niveau local, national, moins on est dépendant du gaz russe ou de l'uranium à l'étranger ou du pétrole. Et en plus, tout ça, ça sert à combattre le changement climatique. Donc, c'est vraiment une stratégie intégrée. Et l'Union européenne, si vous regardez, n'a pas, c'est pas l'équivalent d'un ministère du climat. Pas du tout. Si vous regardez les DG, les directions générales mobilité, transport, habitat, etc., ils ont tous une cellule climat. Donc, l'idée, c'est de mettre transversalement, injecter du climat partout pour être capable
automatiquement, par défaut, donc, quand on fait une politique publique, on fait un programme européen, on pense au climat. L'objectif, il était là. Okay. Ça marche plutôt bien, jusqu'à un certain point, bien entendu. Et ces objectifs sont déclinés au niveau national après. Donc, la France a décidé de tenter de s'engager dans le changement climatique. C'est un peu plus facile pour la France, 80% de l'énergie nucléaire, donc pas beaucoup émettrice de GES, alors que l'Allemagne, qui faisait beaucoup d'énergie renouvelable et allait atteindre ses objectifs, suite à l'accident de Fukushima, a décidé de couper son programme nucléaire et a relancé des centrales thermiques, donc à charbon. Donc, ça a produit énormément de GES et beaucoup de pollutions locales qui sont très, très, très nocives pour la respiration, etc. Et l'Allemagne n'atteindra pas ses objectifs en toute probabilité en 2020. Okay. Donc, alors, en France, il s'est passé une chose un peu spéciale aussi il y a quelques années qui s'appelle le Grenelle de l'environnement. Donc, je vous avais promis que j'allais en parler un peu. Alors, le Grenelle de l'environnement, en fait, ça a été une grande procédure de concertation, de consultation auprès de milliers et de milliers d'acteurs. On amenait les gens pour leur demander, bon, qu'est-ce que vous savez sur le climat, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire, le niveau de connaissance, les mesures à mettre en œuvre. Et là, il y a eu des propositions qui ont été écrites. Ça a pris un an, tout ça. Et à partir de ces propositions, il fallait faire ensuite un transfert, ou plutôt une transformation en Grenelle 2 de l'environnement. Le Grenelle 2, c'est la partie législative contraignante, réglementaire. Et nous sommes arrivés donc en France depuis 2012 avec quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, en autant que je sache, ce sont les plans climat-énergie territoriaux. Chaque collectivité territoriale ou regroupement de communes de plus de 50 000 habitants doit se donner des objectifs de réduction des gaz à effet de serre et de diversification énergétique et d'efficacité énergétique et, on espère, de sobriété. Tout ça pour 2020. L'idée, c'est de réduire de 20% les gaz à effet de serre avant 2020. Et ça passe énormément par la sobriété et l'efficacité, mais aussi énormément par la diversification des énergies renouvelables en particulier. Okay. Alors la France, encore une fois, beaucoup de nucléaire, et ensuite, première énergie non nucléaire en France, c'est les barrages. On ne produit pas beaucoup de nucléaire non plus. En revanche, il y a encore beaucoup de micro-hydrauliques qui peuvent être développés en France. Ce qu'on développe encore mal, c'est l'éolienne et le photovoltaïque. Le photovoltaïque, ça passe plutôt bien en termes d'acceptabilité sociale, et l'éolienne, pas du tout. Il y a un mouvement très fort anti-éolien en France, avec un ancien président français qui fait partie de l'association. La plupart des membres sont des membres soit d'un comité atomique ou qui sont des anciens ingénieurs nucléaires pour EDF, comme si, dans mon sens, à moi, l'éolien pouvait concurrencer le nucléaire. J'aimerais bien voir le jour où ça va arriver. Donc voilà. Donc, les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants doivent donc mettre un PCET en route. Alors, dans le PCET, le plan climat, air, énergie, okay, avec un volet adaptation. Donc, tout ça est inclus. Alors, comment ils le font? Alors, comment c'est décliné tout ça? Première chose, la mobilité. Il s'agit de mettre autant de pression, et pour le dire crûment, de faire autant que possible les automobilistes pour qu'ils aient envie de prendre les transports en commun. C'est un peu la stratégie de base politique adoptée un peu partout. Il y a de plus en plus de contraintes sur la voiture et aussi des incitations vers les modes autres de transport. Donc, je vais vous donner des exemples, mais en France, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'espace dans les rues, pour ceux qui sont allés, vous vous en souvenez, et donc il y a beaucoup de voitures qui sont garées sur les trottoirs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre des poteaux à distance suffisante pour que les voitures ne puissent pas se garer. Et pourquoi? Parce qu'il y a une partie des études, comme j'ai faites, ont montré que ce qui gêne le plus les automobilistes et qui peuvent les convaincre, un des arguments les plus convaincants pour changer de mode de transport, c'est le temps pris à l'arrivée à se trouver une place de stationnement. Faire 10 minutes en voiture et ensuite 20 minutes pour se trouver une place de stationnement, ça les rend fous. Donc, pression sur le stationnement. L'augmentation du prix du stationnement, la même chose. Mais en même temps, la plupart des politiques et des décideurs avec qui j'ai travaillé comprennent très bien que si on fait que ça, on fait juste énerver les gens et les Français prennent la rue facilement. Il ne faut pas trop exagérer non plus. Donc, il faut leur donner aussi des modes alternatifs. Donc, il y a tout un système d'offres de l'information sur les transports en commun, sur la multimodalité qui s'est mis en œuvre dans beaucoup de villes, et aussi une meilleure offre de transport en public.
Donc, Grenoble est un peu spécifique là-dessus. Je vis à Grenoble. On est une ville d'à peine, même pas la ville, l'agglomération complète de plusieurs villes, de 48 communes. C'est 300 000 habitants pour 5 lignes de tram avec des bus, des voies réservées aux bus, etc., etc. Il y a un bus qui passe tous les 3 minutes le matin devant chez moi. Un tram. Ça me prend 25 minutes pour traverser la ville. Grenoble est dans le milieu des Alpes et c'est la ville la plus plate de France parce qu'on est sur un ancien marais. Donc, c'est complètement plat. Et donc, puis le transport moyen, le déplacement moyen, c'est à environ 3 km pour aller au boulot. Donc, le vélo, c'est très facile. Il n'y a pas autant de neige qu'au Québec. Ça se fait plus facilement. Donc, en fait, il y a un report modal et effectivement, entre deux enquêtes ménage-déplacement qu'on appelle, donc sur 4 ans, il y a une perte de 5 points, 5% de la voiture en ville. Et les trams sont très bien utilisés. Mais la mobilité fait face à des freins. Alors, je me suis amusé un jour avec une recherche pour le Grand Lyon. Alors, il faut savoir que Lyon, Grenoble, Paris et une ou deux autres villes sont les plus avancées en matière de plan climat. Ils avaient des plans climat avant même que ça soit obligatoire en 2012. Ils le font depuis longtemps. Grenoble est une ville la plus universitaire de France en termes de par habitant. C'est aussi une des villes les plus jeunes, avec énormément de nouvelles recherches, de nouvelles technologies très innovantes. Les décideurs sont plutôt innovants, les administrateurs aussi. Donc, tenter des trucs comme ça pour le plaisir, ça peut se faire. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt facile pour travailler. Lyon est dans une concurrence directe avec Grenoble pour savoir qui va être le meilleur élève climatique. Donc, ils se refilent leurs résultats, ils s'amusent ensemble, etc. Donc, pour la mobilité à Grenoble, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un sondage. Et on a fait des entretiens semi-directifs pour savoir qu'est-ce que les gens pensaient de la mobilité. Donc, première chose à ne pas faire quand on fait une enquête comme celle-là, c'est de dire « Bonjour, on voudrait vous parler de l'environnement et du climat. Je voudrais vous poser des questions sur comment vous vous déplacez. » Parce que soudainement, tout le monde est écolo. Il n'y a plus personne qu'une voiture et ceux qui en ont ne l'utilisent plus. Donc, en fait, on leur a dit « Bonjour, on a une enquête sur la mobilité au quotidien. » On leur pose un paquet de questions et à la fin, on dit « Maintenant, qu'est-ce que vous pensez du climat? » Ça évite certains biais trop positifs à l'égard de l'environnement. Okay? Je trouve ça important. C'est un gros biais. L'Europe fait la même erreur depuis 20 ans, puis ils vont encore continuer à la faire pendant un bout de temps. Tant pis. Mais quand on compare les résultats des études qui ne font pas cette erreur, on se retrouve avec une population qui est un petit peu moins impliquée dans l'environnement que ce qu'on pensait. Il faut faire attention aux déclaratifs. C'est super important, mais qu'est-ce que je fais à côté? Donc, nous, on a essayé d'aller fouiller ça. On leur a posé aussi des questions sur les représentations. Alors, si le bus était un animal, ce serait quoi? Alors, c'était vache, c'était éléphant, des choses comme ça. La voiture, c'était beaucoup plus la gazelle et l'éléphant, le cheval, tandis que le tram, c'était entre les deux. Et tram, publicité sur tous les autres transports en commun, parce qu'on peut regarder dehors. Le gros avantage de la voiture, c'est pas d'avoir une voiture pour aller vite. La plupart des gens comprennent qu'en France, en ville, la voiture ne va pas nécessairement beaucoup plus vite que le tram. En revanche, le grand avantage de la voiture, c'est qu'on peut s'arrêter à plusieurs points. Donc, la bonne femme, en fait, qui a 3 enfants et qui va aller faire ses courses dans une grande surface et qui revient en bus avec 20 kilos, plus ces 3 gamins qui courent dans tous les sens, ça peut être difficile de lui imposer de prendre le bus. En revanche, si on prend un jeune de 25 à 28 ans, qu'on leur pose la question, est-ce que vous avez une voiture? Non, non, pas encore, mais dès que j'ai le pognon, je vais le faire. La voiture est encore un statut, un symbole de réussite. C'est aussi, la preuve est là, d'insertion professionnelle. On a une voiture, on a une meilleure chance de trouver un boulot. Donc, comment on fait pour conjuguer les deux? Surtout que quand on n'a pas beaucoup d'argent, on s'achète une vieille voiture pourrie qui pollue plus et qui émet plus de GES en plus. Donc, comment on fait pour conjuguer les deux? Okay. Alors, une anecdote que j'aime beaucoup raconter parce que ça en dit long sur la représentation et sur le lien que les gens ont à la mobilité et au transport. Le matin, je suis en train de faire un entretien semi-directif avec une famille, un petit ménage. Alors, c'est un couple avec 2 enfants. Le couple était traditionnellement hyper écolo. Moi, je me sentais comme un gros pollueur industriel comparativement. Vêtements coton, bio, équitable, bouffe bio, végétarien, tout ce que vous voulez. Ils l'avaient. C'était juste le citoyen écolo-radical par excellence. Ça, c'était avant d'avoir le 2e enfant. Alors, pas de voiture, pas de permis de conduire. Ils sont en ville, à Lyon.
Premier enfant arrive, ça ne change rien. Deuxième enfant arrive, 6 mois après, elle a commencé ses cours de conduite et il s'est acheté une voiture 6 mois plus tard. Même une famille comme celle-là se sentait tellement prise sous la pression des contraintes quotidiennes, on ne parle pas de représentation, qu'ils se sont sentis obligés d'acheter une voiture. Alors, mais en termes de représentation, elle me fait un commentaire, elle dit « J'utilise quand même le bus autant que possible, j'adore ». Elle dit donc je suis dans mon bus et puis je suis dans ma bulle, la bulle individuelle, son espace très important dans les transports. Je lis, je réponds à mes SMS, j'en envoie, j'écoute de la musique et puis là je suis dans le bouchon, puis j'ai rien à faire, c'est pas grave. Et puis je regarde le blaireau, donc c'est une insulte gentille, mais en France, mais une insulte quand même, dans sa voiture, le con dans son char, et qui dit fouillant dans sa voiture, il y a de la pression, c'est le stress. L'après-midi, je fais un entretien avec un homme marié, plus dans la cinquantaine, et qui, lui, en fait, définit sa bulle dans sa voiture. Il y a 2 enfants, des ados, et en fait, le seul moment où il peut être seul dans la vie, c'est dans sa voiture en allant au boulot pendant 25 minutes. Et il m'a même dit que parfois, s'il pouvait avoir un bouchon, il serait content, parce que ça rallongerait son 10-15 minutes de seul dans ma bulle, dans ma voiture. Et là, il me fait une phrase absolument hallucinante. Il dit, je regarde les gens qui sont dans le bus et je me dis, les blaireaux. Et là, je me suis dit, ça se trouve, les deux se sont regardés, se sont appelés blaireaux, tous les deux, dans le même bouchon. Objectivement, il n'y avait aucune différence. Ils étaient coincés dans le même bouchon, ça n'avançait pas. Et pourtant, ils n'ont pas vécu la même expérience. Ils ont vécu la même expérience de bouchons, mais dans 2 transports différents. Okay. Donc, pour moi, c'est le type de réflexion, le type de compréhension qu'il faut avoir. Si ensuite, ça c'est la sociologie, voire même de l'anthropologie d'une certaine manière, pour être capable de faire des préconisations de politique publique sur les transports. Parce qu'en fait, tous les gens n'ont pas les mêmes attentes, les mêmes désirs par rapport au transport. Alors, de temps en temps, tout ce qu'il faut, c'est d'inciter. Moi, si par exemple, si j'avais dans un village, je veux absolument recycler, il n'y a pas de bac à recyclage, il n'y a pas de service de recyclage, même si je veux puis que je suis complètement convaincu, je ne peux pas. C'est beaucoup plus difficile. Donc déjà, s'il y a un service qui me permet de faire cette action, ça permet de faire quelque chose. Ça non plus, ce n'est pas nécessairement assez. Donc il peut y avoir aussi, comme de raison politique incitative, on fait du transport en commun pas cher. On rend le transport en commun plus efficace dans son déplacement. Il n'y a rien de plus convaincant, ça c'est l'étude l'a montré, qu'on fait 2 voies, bouchon, voiture, avec une voie ouverte, avec des bus qui passent. Ça, c'est convaincant pour les gens. Là, ça donne envie parce que ça veut dire que je vais arriver au point où je vais arriver avant. C'est pas suffisant. Parce que si au retour, il faut que je prenne mon gamin, que je l'amène au judo, que je prenne le deuxième, que je l'amène à la danse, et ensuite que je fasse les courses, que je revienne de prendre le judo, et ensuite le deuxième, et que si je suis en retard de 15 minutes, ça râle, ça gueule, et le prof de judo n'est pas content, je suis mieux d'avoir une voiture parce que le bus, j'y arriverai jamais. Donc, je vais prendre ma voiture quand même le matin. Donc, en fait, quand on demande aux gens de faire du report modal, on demande aux gens à être stratégiques. Très stratégiques. À la fois dans le type de transport qu'ils vont utiliser, mais aux heures qu'ils partent, et au type d'itinéraire qu'ils vont faire. Mais ce n'est pas donné à tout le monde, en fait. Okay? La voiture me permet de ne pas être stratégique. On s'assoit dedans, puis on va de point A à point B. Je fais attention aux routes parce que je sais que là, il va y avoir un bûchon, donc je vais faire un petit détour par là, mais beaucoup moins difficile que de faire de la multimodalité. Okay? Donc, l'idée ensuite, c'est de faire, est-ce qu'on fait de la contrainte? Quand est-ce qu'on fait et comment? Alors, il y a beaucoup de discussions sur les péages urbains en France. Donc, on fait payer les gens pour ceux qui veulent rentrer. On augmente le coût du stationnement, c'est une forme de péage urbain aussi. Et il y a une expérience sur une autoroute en ce moment, très intéressante. Ça, c'est plus sur la vitesse. On passe les autoroutes qui sont payantes. Et ensuite, on arrive à l'autre porte de l'autoroute, au bout de 120 km par exemple. Et en fait, le temps est calculé. Et puis, avec le temps calculé, on sait très bien quelle est la vitesse moyenne de la voiture. Et si on a dépassé 130 km à l'heure, parce que c'est 130 sur l'autoroute, PV, automatique, envoyé à la maison par informatique. Il n'y a même pas de flic qui le fait. C'est une nouvelle expérience qui ont commencé. Je ne sais pas si ça va tenir, mais ça risque d'être vachement efficace. Dans un premier temps, ça va remplir les coffres de l'État, et ensuite, ça va être efficace sur la vitesse. Voilà.
Autre domaine que je voulais aborder aujourd'hui, c'est sur l'urbanisme et la construction. Alors, première chose, ça peut sembler horrible, il n'y a pas d'isolation dans la plupart des bâtiments en France, et quand je dis plupart, je veux dire 90% environ. Pourquoi? C'est vrai qu'il ne fait pas si froid que ça, mais bon, moins 5 degrés pendant un mois et demi en hiver, quand il n'y a pas d'isolation avec des fenêtres simples, une maison de 40 ans ou des bâtiments plus vieux, on sent bien passer l'air quand même, et c'est froid. Donc, ça coûte cher pour se chauffer. Et en fait, suite au Grenelle 2 de l'environnement, il y a eu une réglementation qui s'appelle la réglementation thermique, RT 2012. Donc, avant, avec la RT 2005, quand on construisait un bâtiment, les Français sont très forts sur la réglementation. Ils sont très forts aussi pour contourner les réglementations. Les RT 2005, en fait, c'était du 150 kW par mètre carré par an. D'un bâtiment à vide. Ensuite, il faut rajouter les usages dedans. Mais juste ça, pour se chauffer à une température réglementaire de 19 degrés. Il n'y a personne qui chauffe à 19 degrés en France, mais c'est la température réglementaire avec laquelle on fait des simulations thermiques pour construire, faire de l'architecture, etc., etc. Mais tout le monde se chauffe à au moins 21. Donc déjà, il y a un décalage entre la réglementation et la réalité. Cette réglementation a un effet sur comment on construit, parce qu'on construit pour du 19. Et ce qui veut dire qu'à un moment donné, il y a des décalages sur les systèmes énergétiques. La réglementation 2012, la RT 2012, va beaucoup plus loin. Elle descend 50, donc 3 fois moins que celle de 2005. Donc, il y a eu une expérience qui a été faite encore une fois à Grenoble là-dessus. En 2007, il y avait une grande caserne militaire pas loin du centre-ville de Grenoble, qui s'appelait la caserne de Bonne, qui est maintenant reconnue au niveau national. L'idée, c'est de mettre ça par terre, créer un nouveau quartier. À ce moment-là, ont eu lieu des élections municipales et le parti écologiste, les Verts, arrive en forte présence. Pas dominante, mais assez pour bloquer ce qu'ils veulent. Et donc, on met comme chef élu chargé à l'urbanisme un élu vert qui lui arrive avec ce projet et qui dit « Moi, je vais tout changer ça, puis on va faire un quartier le plus efficace possible énergétiquement. On va tenter le RT 2012 à 50 kWh par mètre carré avant que ça soit fait, avant que la réglementation arrive. » Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, ce n'est pas les questions techniques, parce qu'on fait techniquement, de toute façon, il n'y a pas eu grand-chose de nouveau. À l'époque, à Grenoble, incroyablement, on a mis de l'isolation dans tous les bâtiments. Il n'empêche que ça a l'air évident, mais il a fallu quand même aller chercher des équipes qui étaient capables de faire de l'isolation par l'extérieur. Ce n'est pas tout le monde qui le faisait qui était capable de le faire. Je parle de compétences très techniques. Ensuite, il a fallu aussi faire du double vitrage. Est-ce que ça valait faire de la peine de faire du triple? Quel type de gaz mettre? Il y a des trucs très techniques. Mais en fait, même si la caserne de Bonne est considérée comme un quartier très, très innovant, en fait, en termes d'innovation, il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y a pas eu d'innovation technique. Il y a eu des innovations sur la manière de travailler, plus que sur n'importe quoi. Il y a eu innovation technique, elle est intéressante. Alors, ils ont construit un bâtiment à énergie positive. Vous allez voir comment l'innovation technique rentre dans une innovation ensuite sociale et professionnelle. Ils avaient environ 12 mètres par 12 mètres. Bon, ils se sont dit, si on a 12 mètres par 12 mètres, on va produire de l'énergie avec du photovoltaïque. On a donc 12 mètres par 12 mètres, 144 mètres carrés à peu près, de photovoltaïque qui sont capables de générer tant de watts. Donc en dessous, on va mettre le bâtiment, puis il ne faut pas que le bâtiment consomme plus que... Ça a été très difficile, donc en fait, ils ont triché un peu. Si vous faites le tour, vous regardez en haut, le photovoltaïque dépasse du bâtiment d'environ 1,5 mètre partout pour être capable de générer ce surplus d'électricité. Mais ensuite, ils ont joué avec l'enveloppe, avec une isolation super efficace et aussi avec des fenêtres. Alors là, il y a eu des débats sur la surface des fenêtres. Des architectes qui voulaient vendre le bâtiment et qui le construisaient voulaient avoir du moins du 25%, parce que sinon, on se sent comme dans une prison. Mais le chef technicien, lui, qui a supervisé le quartier au complet, dit « Il n'y en a pas question, je veux pas, vous allez perdre trop d'énergie, vous n'y arriverez pas, vous ne serez pas à énergie positive, donc vous ne le faites pas. » Et donc, les architectes, ils disent « On a peut-être une idée, on va créer des bouchons thermiques. » Ça a été la seule innovation technique avec patent copyright dessus. Et en fait, tu as des espèces de... Ouais, c'est un bouchon qui est sur le plafond et qui descend automatiquement pendant la nuit, puis qui vient sceller la fenêtre de manière hermétique et qui se relève le matin pour éviter la perte de chaleur pendant la nuit. Le problème, c'est que le mécanisme ne fonctionne pas très bien et que finalement, c'est ouvert tout le temps.
N'empêche qu'ils ont réussi à produire plus d'énergie qu'ils en consomment, à un point tel que la principale source de chaleur en hiver, pour chauffer le bâtiment avec les gens dedans, c'est les tours des ordinateurs. Ils n'ont pas besoin d'autre chose. Donc, très, très efficace. Effectivement, ça produit plus. Il y a une différence de température aussi. Ils sont allés les puiser dans la nappe phréatique. Alors, ce qui est intéressant dans ce que je viens de dire, c'est qu'il y a une autre expérimentation là-dedans. C'est la diversité énergétique sur un même bâtiment et sur un même quartier. On a la nappe phréatique, on a le photovoltaïque. Sur certains bâtiments, on a la cogénération. Donc, on prend un moteur normal et on le fait tourner. Ça produit de l'électricité. On capte la chaleur et on chauffe avec ça. Très, très efficace, une efficacité d'à peu près 80%, si je me souviens bien. Alors qu'un moteur qui va faire seulement soit chauffage, soit électricité, il va avoir une production de 40% d'efficacité. Donc, beaucoup plus efficace. Le problème, c'est que c'est des petites cogénérations et qu'on s'est aperçu avec le temps que ça prenait beaucoup d'entretien et que finalement, ce n'était pas payant parce que l'entretien coûtait plus cher. Donc, on s'aperçoit avec l'expérience en matière d'innovation un peu plus technique, en matière d'urbanisme, etc., d'architecture de bâtiments, que augmenter la complexité technique de l'énergie diminue peut-être le coût, par exemple, par rapport aux énergies fossiles, etc., surtout sur le long terme, mais ça accroît le coût de la maintenance et de la réparation. Et c'est permanent. Donc là, ça pose des questions de rentabilité, etc., etc. Ensuite, sur l'aménagement plus globalement, alors les plans climat-énergie territoriaux ont des objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Et donc, un des moyens, c'est d'agir sur la mobilité, l'autre, c'est sur l'architecture, le bâti, et l'autre, c'est sur l'aménagement aussi du territoire. Donc, quel type de ville on fait? Est-ce qu'on fait des villes type asiatique très, très denses, avec des bâtiments très hauts, parce qu'énergétiquement, on sait que c'est la chose la plus efficace à faire? Est-ce qu'on fait des villes plus diffuses et plus agréables à vivre? Ça ne semble pas en France une bonne option parce qu'il n'y a pas tant d'espace que ça. Ou est-ce qu'on fait une ville avec un gros centre-ville et étendu à côté? Et en fait, le problème, il n'est pas autant dans l'aménagement et la densité que ce que les gens font dans cette densité. Si vous avez un centre urbain avec un autre centre un peu plus loin, vous avez 3 centres, mais qu'il n'y a pas de la multifonctionnalité, c'est-à-dire que la personne qui descend en bas de chez elle doit prendre... les baguettes, on les trouve partout, c'est comme les pharmacies, il s'agit de cracher pour en trouver une. Mais s'il faut prendre la voiture pour faire un médecin, ou si je travaille ici, que mon loisir il est là et que j'habite là, ça fait autant de transport. Donc, soit ces 3 nodules, centres urbains, sont vraiment bien desservis par des transports en commun efficaces, soit je prends ma voiture et puis là, bilan GES, c'est pas fameux. Donc, en fait, la question de la densité urbaine, pour ceux qui sont en urbanisme, en géographie urbaine, elle est plus liée, dans ce qu'on a trouvé en tout cas, elle est plus liée à ce qu'on fait avec la densité urbaine que la densité urbaine en soi. Okay? Donc, encore là, la réglementation du Grenelle 2 n'oblige pas une densité ou n'oblige pas un type d'aménagement. Elle oblige à des objectifs. Ensuite, la manière dont les villes tentent d'atteindre ces objectifs dépend des villes, en fait. Et des fois, il y en a qui bougent plus vite que d'autres. Il faut savoir que pour certaines villes, les plans climat, énergie territoriaux sont arrivés un peu comme une claque dans la gueule. En 2012, 1er janvier, il fallait l'avoir. Puis là, c'est quoi ce machin? On n'a pas les compétences en interne. Certaines villes l'avaient, mais il y en a d'autres qui ne l'avaient pas. Et donc, en fait, on va se retrouver dans 3-4 ans avec les premières évaluations des plans climat-énergie territoriaux. Il y en a qui vont très bien s'en tirer, et il y en a d'autres, on va s'apercevoir que ça a l'air super beau sur le site Internet, puis que dans la réalité, il n'y a pas grand-chose. OK? Les collectivités territoriales ont un problème à gérer là-dessus. À Grenoble, ce n'est pas un problème, ils sont habitués. Mais par exemple, dans une autre ville où j'ai travaillé, il y avait un projet pour... il y a toujours un bouchon sur un pont qui passe par-dessus une autoroute. L'idée, c'était d'élargir le pont pour fluidifier le trafic automobile. Dès que vous fluidifiez le trafic automobile, vous augmentez par défaut en quelques mois le nombre d'automobiles qui passent et ensuite les bouchons à peine un an après. Donc, en fait, vous avez fait des gros travaux qui mènent absolument à rien parce que vous retournez à la case départ. Ça, c'est bien démontré. Donc, ce que je trouvais intéressant, c'est que les personnes qui avaient ça en charge étaient dans un couloir à gauche. La personne qui était en charge de la mobilité et qui, lui, était beaucoup plus transport en commun était à droite, pratiquement en face. Ils ne se sont jamais parlé. Une des raisons pour lesquelles ils ne se sont pas parlé, j'ai essayé de comprendre, ça fait partie de mon boulot,
c'est qu'en fait, quand il y a eu des réunions sur ce projet, il y en a un des deux qui ne recevait pas les messages sur sa boîte. Tout connement. Donc, il ne savait pas que le projet était en œuvre, donc il ne pouvait pas faire des suggestions, des propositions pour modifier le projet, puis dire, oui, on va peut-être élargir, mais si on faisait une voie réservée au transport en commun ou aux voitures avec 4 personnes dedans. Il n'y a même pas pu, parce que le projet était déjà sur table, dessiné, les contracteurs étaient déjà embauchés, etc. Donc, il y a des problèmes comme ça institutionnels de mode en projet, en transversal, qui n'existent pas partout et qui rend la prise en compte, la prise en main, en fait, de la problématique énergétique et climatique très difficile. Je trouve que ce sont des exemples assez frappants. Ensuite, dernier volet, parce qu'il y a une organisation dans tout ça, je vous ai dit que l'Europe, mais aussi les plans climat, misent beaucoup sur deux aspects de l'efficacité énergétique. Moi, je les distingue très fortement. C'est l'efficacité énergétique. Pour moi, une efficacité énergétique, c'est vraiment tout ce qui est lié à l'appareil, à la technique. Combien de pertes en ligne on a entre le point de production de la centrale nucléaire et quand ça arrive chez moi pour allumer ma lumière? Ben, c'est pas mal en fait. Plus la distance est grande, plus une perte en ligne. Donc, il n'y a pas moyen peut-être d'augmenter l'efficacité et donc de réduire la perte en ligne et d'avoir plus d'énergie qui circule sur les réseaux, par exemple. Mais ça peut être aussi la diminution de la consommation parce que mon téléviseur va moins consommer. Et en fait, vous savez avec quoi on se retrouve au niveau sociologique? On se retrouve avec de plus en plus d'appareils très performants au niveau électrique, mais avec beaucoup plus d'appareils qu'avant. Tout ce qui est multimédia, qui demande une recharge régulière. Et donc, on se retrouve en fin de compte, avec une consommation énergétique liée à l'efficacité qui ne bouge pas beaucoup. Tout ce qu'on essaye de gagner en termes de technique, on le perd parce qu'on en a plus. Ou parce que c'est un peu plus gros. C'est lié à l'effet rebond, mais je vais y revenir bientôt. La sobriété, c'est la capacité des gens à changer de comportement pour moins consommer d'énergie. Alors, on peut être super radical et se serrer la ceinture, retourner à l'âge de pierre, se chauffer à 16 degrés, etc., etc. Ou on peut peut-être prendre ça un peu plus cool. Entre les deux, il y a un paquet d'options potentielles. Et ce qui est cool pour une personne peut être un peu trop radical pour un autre. Et ça dépend sur quoi aussi. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, il y a ce qu'on appelle en France le défi famille énergie positive. C'est un petit défi qui a été lancé dans d'autres pays européens, qui a été récupéré en France il y a quelques années. Alors, c'est intéressant. Ils prennent des ménages bénévoles et ils les émettent en équipe. Donc, 4-5 équipes de 4-5 ménages. Et l'idée, c'est entre septembre et avril, donc période de chauffe, ceux qui vont être capables d'atteindre la plus grande réduction de consommation d'énergie seulement par le changement de comportement. Pas le droit de faire des travaux. La seule chose qu'on doit faire, à peu près, c'est de changer les ampoules et de mettre la basse consommation. Et ensuite, on calcule. L'objectif officiel, c'est d'atteindre le moins 8%, parce que moins 8% en 2012, c'était l'objectif de l'Union européenne. Et en fait, la moyenne est de moins 14% sur tous les ménages. La première année, il y avait à peu près une quarantaine de ménages, et 5-6 ans après, on est rendu à plus de 6 000. Ça, c'est une courbe de croissance que même les multinationales n'osent même pas rêver à ça, quoi. C'est énorme. Et ça se fait vraiment par l'accompagnement. Alors, comment ils font? Ils ont un capitaine qui va les aider avec des astuces de changement de comportement, de ne pas oublier d'éteindre la lumière en sortant. Il y a beaucoup d'emphase sur la lumière, puis c'est pas là qui est le gros. Hein. Le gros problème, c'est surtout quand on est chauffé à l'électricité, c'est là que ça coûte cher en France. Et donc, l'idée, c'est de réduire le chauffage à 19 plutôt que de 21 ou 22. La plupart des familles, en fait, le réussissent et gardent cette température de confort de 19 degrés, même après le défi famille énergie positive, 1 an ou 2 ans après. Il y a des choses qu'ils gardent. Et donc, ils ont un livret d'astuces, les 100 astuces les plus efficaces, etc. Mais ça peut aller, je mets mon couvercle pour faire bouillir mes patates, faire cuire mes patates quand ça bout, et ça, c'est plus compliqué, et ça, il y a personne qui le faisait dans notre étude. Il faut prendre le frigo, on le tire, et il faut nettoyer la grille. Si vous nettoyez votre grille de frigo, vous pouvez augmenter de 12% l'efficacité énergétique de votre frigo, tout dépendant de l'âge du frigo, bien entendu. Il n'y a personne qui veut faire ça. Il faut être capable de le faire physiquement, c'est pas toujours évident. Des fois, c'est un frigo encastré. Puis une fois qu'on l'a désencastré, qu'on l'a sorti, c'est très poussiéreux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut le nettoyer, mais c'est vraiment poussiéreux, puis c'est dégueulasse. Alors, ce qu'on ne voit pas, ça reste derrière, ça ne nous fait pas chier, donc ça va bien, on le laisse là. Donc ça, c'est pas fait. En revanche,
Et là, ça aussi, ça dit des choses sur les limites de la méthode qu'on peut utiliser en recherche. Donc, je suis en train de parler à une femme le matin qui semble très, très forte là-dessus, qui diminue les gaz à effet de serre, qui pense toujours à éteindre sur ses lumières, etc., etc. Le téléphone sonne durant la discussion. Elle se lève, va dans l'autre pièce, allume la lumière, revient, n'a pas éteint la lumière. Elle venait me dire 5 minutes avant qu'elle éteignait toujours sa lumière. C'est pas parce qu'elle mentait, c'est parce qu'elle est convaincue de toujours le faire, mais qu'elle est en comportement automatique. Et donc, dans mes recherches, ça, c'est une des choses qui émerge au niveau individuel le plus fortement, les habitudes. Il est très difficile de casser, briser une habitude, que ce soit en matière de mobilité ou en matière de consommation énergétique à domicile. En matière de mobilité, c'est un exemple un petit peu stéréotypé, mais ça marche bien. Donc, je descends de chez moi, j'arrive dans ma voiture, ça marche pas. Panique, stress, colère, merde, alternative, je fais quoi? Et là, je suis pendant plusieurs jours obligé soit de demander à un copain de venir me chercher, ce qui est toujours plus compliqué, soit je prends les transports en commun. Donc, une brisure, une rupture dans l'habitude. Et justement, c'est durant les temps de déménagement entre deux appartements qu'on retrouve le plus de changements en matière de sobriété énergétique. On rentre dans un nouvel endroit, c'est plus facile de recycler. Mais là, c'est la même chose. Le problème avec la voiture, c'est que je vais retourner dans ma voiture après, à moins d'avoir un renforcement positif, la carotte. C'est-à-dire, je m'assois dans le bus ou dans le tram et je me dis, hey, c'est pas si mal ça. Ouais, je vais peut-être avoir le temps de lire en plus. Oh, cool. Et ça me prend seulement 5 minutes de plus qu'en voiture. Là, on peut avoir un report modal. S'il n'y a pas un renforcement positif, la rupture ne sert à rien. Alors, dans le défi famille et énergie positive, la rupture, elle est consciente. On s'est retrouvé avec des gens pour qui changer ses comportements est un exercice de vie quotidienne. Ils font ça tout le temps sur un paquet de trucs différents. Ils aiment ça. C'est pas la majorité de la population, c'est pas vrai. Mais eux, ils aiment. Ils sont déjà dans une démarche de regard sur soi, d'observation de soi, pour dire, OK, là, je fais toujours la même chose, comment je peux faire mieux? C'est des gens qui sont capables d'autocritique, puis aussi de ne pas se flageller quand on n'a pas été capable. Okay? Alors, anecdote là-dessus. Il y a eu des débats parmi le programme, parmi les organisateurs du programme sur les enfants. Est-ce que c'était plus facile ou moins facile d'avoir des gens qui participent à ce défi avec des enfants ou pas d'enfants? Et en fait, les familles avec des jeunes enfants n'ont aucun problème. En fait, les enfants, ils aiment bien. Ça fait un nouveau truc. Mais surtout, ça donne au gamin de 8 ans l'opportunité de dire à son père « Ah, t'as oublié ». Ça, c'est génial pour un enfant. Vous lui donnez cette responsabilité, il vous lâchera pas. Hein. Donc ça marche plutôt bien en fait. Ensuite, il y a l'autre groupe, les ados. Silence. Alors les ados, incroyablement, n'hésiteront pas, pour ceux qui embarquent dans le jeu, à mettre un pull, une veste, un petit chandail, toute la journée, parce qu'à 19, des fois, avec les courants d'air, c'est pas chaud, et toute la journée. Ça, c'est pas un problème. Mais toutes les familles avec des ados nous ont dit la même chose. Il ne faut pas demander à un ado de prendre une douche de moins de 20 minutes, c'est la guerre. Et vu que c'est déjà compliqué par ailleurs, on a abandonné là-dessus. Vu surtout qu'ils sont d'accord pour mettre le pull pour avoir une température à 19. On n'a jamais compris pourquoi, garçons et filles pareil, 20 minutes. Pas moyen de descendre. Voilà. Mais le pull, c'était bon. Donc les parents n'ont pas trop insisté là-dessus. Alors, sur FAEP, c'est un point dont je voulais parler. FAEP, le défi famille énergie positive, en fait, est le meilleur exemple que j'ai tort sur un truc. C'est-à-dire que l'information, l'accompagnement peut effectivement amener des changements de comportement. C'est le meilleur contre-exemple de tout ce que j'ai fait par ailleurs. Donc, je l'aime bien, cet exemple. Ça montre qu'il y a encore de l'espoir et que j'ai tort sur un truc. Ça fait plaisir. Malheureusement, j'ai souvent raison sur les autres trucs. Mais bon. Sur l'effet rebond. L'effet rebond, et là, le défi famille énergie positive permet d'annuler l'effet rebond. Alors, l'effet rebond, sociologiquement, c'est quoi? Je sais, en mettant des ampoules basse consommation, que je vais moins consommer. Donc, je vais soit moins consommer d'énergie, soit dépenser moins d'argent. C'est pas toujours pareil dans la tête des gens. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les laisser allumer tellement plus longtemps que ça va me coûter plus cher qu'avant. Effet rebond. Alors, ça, c'est pas très grave, c'est sur la lumière. À Londres,
il y a eu une grosse opération urbaine visant à améliorer le confort thermique des gens, surtout dans les quartiers les plus pauvres. Ils ont fait de l'isolation, rénovation thermique et chauffage central. Il y avait beaucoup de gens qui se chauffaient avec un petit truc au propane. Et donc, chauffage central arrive, et là, 19 degrés, les gens étaient contents, confortables, 40% de réduction sur la facture de chauffage après la première année, après les opérations. Donc là, c'est le bonheur total. Deuxième année arrive, ils font une autre évaluation de la consommation, et la consommation, en fait, elle était montée au-dessus du niveau de la première année avant les opérations. Tout le monde avait commencé à chauffer à 23-24 parce que c'était moins cher. Alors là, ce n'est pas une petite différence sur la lumière. C'est une différence énorme avec des quartiers qui vont en fait aller tirer énormément de chauffage et une grosse différence sur la consommation. Alors, pour finir avec ça, il me reste environ 5 minutes. On a fait une autre étude aussi sur pourquoi les gens rentrent dans ce type de dispositif. Pourquoi ils veulent faire de la sobriété. Alors, il y a des grandes expérimentations en ce moment en France sur les réseaux intelligents. L'idée, c'est qu'on va connecter tous vos chauffages, les postes, le sèche-linge, etc. On envoie toute l'information de la consommation énergétique sur les réseaux Internet avec une plateforme et vous pouvez suivre votre consommation. Okay? Le producteur agrégateur d'énergie qui vous vend votre énergie, lui, se donne le droit, en échange de meilleurs tarifs électriques pour vous, de dire entre 7h et 8h30 le matin, quand le prix de l'énergie est super élevé parce que tout le monde est en train de tirer, parce que tout le monde se réveille, fait le café, met le chauffage, etc., ben, on va vous effacer. C'est-à-dire qu'on va arrêter le chauffage pendant 1 heure. Dans un bon bâtiment, 1 heure, vous perdez 0,5 degrés. Dans un bâtiment pourri, vous pouvez perdre 2 degrés. C'est seulement 2 degrés. Et l'idée, en fait, c'est de prendre cette énergie pour le producteur, bien entendu, l'agrégateur d'énergie, de le revendre sur le réseau parce que ça vaut très cher. En revanche, moi, en tant que consommateur, c'est à ce moment-là où ça me coûterait plus cher, moi aussi, de me chauffer, et je ne chauffe pas. Et en échange du quoi, j'ai des tarifs plus bas, par exemple, en milieu d'après-midi, pour lancer le sèche-linge. Okay? Alors, pourquoi est-ce que les gens ont voulu rentrer là-dedans? C'est du bénévolat en ce moment, c'est du volontarisme, il n'y a personne qui est obligé de faire partie de ces expériences. Alors, on a arrivé avec des profils sociologiques, des catégories, les technoludiques. Les premiers, en fait, c'est les gens qui veulent juste avoir les dernières technologies, les derniers iPads, les derniers iPhones, et ils veulent juste avoir ça, l'électricité, l'énergie, ils s'en tapent. Ils n'en ont rien à faire. Ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est le dernier bidule. Et ça va être le dernier bidule qui va être très, très important dans quelques années. Ils le sentent et ils le veulent. Okay. Ensuite, il y a les énergiphiles. C'est ceux, en fait, qui s'intéressent à l'énergie pour l'énergie. Ce n'est pas étonnant si on les a retrouvés là-dedans. C'est une expérimentation sur l'énergie. Donc, en fait, eux, quand ils regardent leur facture, 1 kWh, ça leur dit quelque chose. Un effacement, ils comprennent. Sécurité des réseaux, ils comprennent. Stabilité des réseaux, ils comprennent. Les pics, les pointes, ils comprennent tout ça. Ce n'est pas la majorité, encore une fois, c'est une minorité. Et ça, c'est le deuxième groupe le plus important. Le troisième groupe le plus important, à peu près ex aequo avec le quatrième, c'est les écolos et les économes. Les raisons, les motivations écologiques ne sont pas les plus importantes là-dedans. Pas du tout. Mais les motivations économiques pour réduire la facture non plus. C'est le troisième ou quatrième groupe. Ça intéresse les gens, mais pas tant que ça, parce que quand vous regardez à la fin de l'année ce que vous avez sauvé comme pognon, c'est pas tant que ça. Donc les gens ne le font pas pour des raisons économiques. À la fin, ça fait peut-être 150 € de plus. C'est pas énorme. Ça fait un bon resto à 4. Moyennement resto à 4. Okay. Voilà, surtout en France. Donc là, il y a un truc. Alors, dans FEP, FMI Énergie Positive, on a quand même retrouvé des écolos de manière plus importante que dans les autres groupes avec qui on a fait ce type d'expérience et avec d'autres types de structures. L'écologie est plus importante, mais même avec le défi FMI Énergie Positive, ce n'était pas la motivation principale. L'exercice sur soi était plus une motivation plus importante que la valeur écologique. Donc, pour conclure, en termes de sociologiquement, l'énergie est en train d'émerger comme quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on commence à en parler puis à y réfléchir comme on réfléchissait avant sur d'autres sujets sociologiques. L'énergie, ce n'est plus juste de l'énergie qui arrive, qu'on paye, on ne sait même pas combien, et pour laquelle on n'a aucune opinion. On se retrouve avec des gens qui sont de plus en plus informés. L'énergie en soi est en train de devenir un enjeu, une problématique sociologique
bien entendu politique publique à cause des coûts, mais le lien entre les deux n'est pas toujours bien fait. Et donc, l'idée avec ce type de recherche, c'est d'essayer de faire des ponts pour essayer de comprendre, ben, c'est quoi l'énergie dans la tête des gens, c'est quoi l'énergie dans les comportements des gens, et quel est le rapport avec la transition énergétique dans tout ça. Parce que la transition énergétique, c'est ça. C'est les efforts de tout ce que je viens de donner ici pour aller dans une société, vers une société éventuellement post-carbone, et donc ça veut dire sans les énergies fossiles. C'est qui veut dire avec des énergies renouvelables, avec encore du nucléaire pendant un bout de temps, que vous aimiez ou pas, il va y avoir du nucléaire, mais il va y avoir du charbon aussi. Le charbon augmente, explose sa consommation non-stop depuis plusieurs années. C'est l'énergie la moins chère, la plus facile. Donc voilà. On va l'avoir aussi dans le bouquet énergétique. Mais l'idée avec des efforts de société post-carbone, c'est d'aller vers la fin des énergies fossiles. Pas la fin et l'épuiser. C'est de la laisser dans le sol. Ce qui reste, c'est de faire autre chose avant de bousiller et d'avoir du plus 6 degrés. Et c'est faire la même chose aussi avec le charbon. Éventuellement, le gaz de schiste va probablement apparaître ailleurs qu'aux États-Unis comme une énergie principale. Encore une fois, dans une idée de diversité énergétique. Donc, la transition, c'est à la fois de la diversification, c'est de la sobriété, c'est de l'efficacité. Puis des fois, c'est faire quelque chose de manière très, très différente. Et des fois, c'est faire un peu différemment ce qu'on a toujours fait de toute façon. Et on est en train de comprendre tous ces éléments-là, puis à peine. Okay. Ce qu'on ne comprend encore pas du tout, c'est l'adaptation au changement climatique. Puis ça, c'est une autre question. Merci.